Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec, nous sommes avec, je vais reprendre la liste de mes invités. Bruno Jeudi, d'accord. Bonsoir. Gilles Montré, ancien diplomate à Moscou. Bonsoir. Auteur de ce livre Démocratie, rendons le vote aux citoyens, aux éditions Odile Jacob. On va parler à la fois de l'Ukraine et de la politique. Et Louis de Ragnel, bonsoir, chef du service politique européen. Bonsoir, chère Laurence. Bonsoir. N'ayez crainte, tout va bien se passer. On va commencer par l'Ukraine, si vous le voulez bien, avec une situation toujours très tendue. Les Russes, finalement, n'ont opéré qu'un repli tactique. C'est ce qu'a dit le patron de l'OTAN. Ils sont en train de se repositionner avant de nouvelles offensives militaires. On va écouter le président Zelensky, qui, lui, s'est à nouveau adressé au Parlement, cette fois-ci le Parlement belge, en parlant de la valeur de la paix. On l'écoute. La paix a plus de valeur que des diamants, que les accords avec la Russie, que les navires russes dans les ports européens, ou que n'importe quel baril de pétrole russe. Chacun de vous sait ce qu'il faut faire pour rétablir la paix, pour être vraiment digne de l'Europe. Alors aidez-nous. Gilles Montré, on voit qu'il continue à faire la tournée des parlements. De l'autre côté, il y a Vladimir Poutine qui lui aussi hausse le ton, qui dit « je vais couper le gaz si vous ne me payez pas en roubles ». On est à nouveau dans une forme d'escalade aujourd'hui. Non, mais on a depuis le début des allers-retours d'escalade et de désescalade qui portent ou ne portent pas leur nom. Il se trouve que pour la première fois, il y a 2 jours, le mot de désescalade a été prononcé par le négociateur russe. Et donc on a cru d'un seul coup qu'on était dans une désescalade qui n'allait pas s'arrêter. La vérité, c'est qu'en parallèle, on va avoir de la confrontation sur le terrain économiquement, et puis des pourparlers qui se poursuivent. Là, Zelensky, il parle de paix. Il dit, voilà, aidez-nous à faire la paix. Il a toujours refusé, il continue à refuser un discours qui est un discours qui serait exclusivement belliciste, qui serait contre la Russie. Il ne dit pas aidez-nous à renverser la Russie, à mettre fin, à faire tomber Vladimir Poutine. Ce n'est pas dans son vocabulaire. Il continue à parler dans les parlements. Vous avez dit, il a été devant le Parlement belge, il a été aussi devant le Parlement néerlandais, cette nuit il était devant le Parlement australien. Il continue son discours au peuple. Il s'adresse au peuple du monde entier. Il a même dit aux citoyens, allez dans la rue, manifester pour pousser vos gouvernements. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est vraiment à un moment où, pour la première fois, tous les éléments de la négociation sont sur la table, parce qu'ils ont été rendus publics par les Ukrainiens eux-mêmes, qui les ont mis par écrit. On a à la fois été jamais si près, jamais si loin de la solution. Jamais si loin, parce qu'on voit que les problèmes qui demeurent sont extrêmement difficiles, colossaux, notamment sur la neutralité, les garanties de sécurité, et puis sur cette question de cesser le feu, pas cesser le feu, comme préalable, pas comme préalable, retrait. Et là, c'est une question très difficile, puisque les Ukrainiens disent on ne négociera pas, on n'ira pas jusqu'au bout s'il n'y a pas cesser le feu et retrait. Donc, il y a ce point de difficulté. Et tout en disant, OK, pour le Donbass, c'est la Crimée, en gros. Oui, ça c'était une énorme concession pour permettre d'avancer sur la paix. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que Zelensky continue à parler aux Occidentaux. C'est quand même dans son temps, vous imaginez, il prend du temps pour chacun des parlements. Est-ce que ce qu'il dit, c'est que la balle est dans votre camp? Et moi, j'ai noté la phrase, soyez digne de l'Europe. C'est Zelensky qui nous dit, soyez digne de l'Europe en européen. Il se vit déjà comme européen. Et je pense qu'on est à un moment qui est quand même très historique, évidemment par rapport à la guerre, mais par rapport à ce moment de négociation, où Zelensky nous dit l'Europe doit prendre un parti pris politique, doit prendre une vraie action politique et nous dire, à nous, Ukrainiens, que nous avons une perspective européenne. Mais une perspective politique, pas simplement demander à la Commission de préparer un rapport comme si nous étions le Monténégro. Quelque chose de courageux, de fort politiquement, parce que ça va permettre d'abord de créer un espoir pour l'Ukraine dans toute cette guerre. Ensuite, ça va donner des éléments concrets sur la négociation par rapport à la neutralité. Et j'ai envie de dire, si les dirigeants européens ne se sentent pas le mandat de le faire, Zelensky, j'ai envie de dire, presque si on poursuit son discours, a envie de dire demander aux citoyens. Demander aux citoyens. Louis de Ragnel, il y a le discours de Zelensky qui s'adresse au peuple, et puis il y a le discours de Vladimir Poutine qui s'adresse aux dirigeants et qui leur dit vous continuez comme ça, je coupe le gaz demain si vous ne me payez pas en roubles. Ouais, alors en fait c'est un ultimatum clairement que Vladimir Poutine adresse. Alors il cite explicitement les pays inamicaux
de la Russie qui refuse. Un peu tous, Voilà, globalement oui. Sauf la Chine, l'Inde, peut-être. En tout cas pour Nord Stream 2, effectivement, il n'y a que des pays inamicaux de la Russie. Donc ça, c'est un ultimatum de Vladimir Poutine. Et on se demande un peu tous ce qui va réellement se passer. Est-ce que réellement Vladimir Poutine va couper le robinet ? Tout le monde est suspendu un peu à ça. Et en même temps, si Vladimir Poutine ne le fait pas, il se discrédite parce que sa menace n'est pas mise à exécution. Ensuite, je pense que paradoxalement, ça peut servir aussi de clarification. L'Union européenne pour le coup, a beaucoup avancé sur les questions d'autonomie stratégique au niveau de la réflexion et puis de nouveaux partenariats avec les États-Unis. Et donc, peut-être que malgré lui, Vladimir Poutine va nous aider à accélérer cette espèce de marche contrainte et forcée de réfléchir à ces questions d'autonomie stratégique, mais on va accélérer à vitesse grand V parce qu'en fait c'est après-demain. Demain soir, si on paye pas en rouble, effectivement, le gaz russe sera coupé pour la France. Il n'y aura pas beaucoup d'impact. Voilà. En revanche, c'est plus pour l'Allemagne et d'autres pays de l'Union européenne. Bruno Jeudi, c'est une menace qui est prise très au sérieux par les Occidentaux, les Européens ? Paris et Berlin, ce soir, disent se préparer à la fin des importations de gaz russe. Donc c'est non seulement pris au sérieux, mais même pris en considération. Alors c'est vrai, l'impact peut-être moins fort pour la France, beaucoup plus pour l'Allemagne. Je vous parle même pas des pays qui sont plus proches de la frontière russe et qui eux sont parfois même loin, même l'Autriche par exemple, je crois que on est à 90% de dépendance. De dépendance. Donc oui, ils se préparent et ça c'est un acte très très important dans cette escalade et on est quoi, 36e ou 37e jour de guerre, on voit que Poutine met la pression toujours davantage sur les chefs d'État, les chefs de gouvernement occidentaux. Il continue à exercer sa pression pour les mettre dans la situation où, au fond, c'est vrai, Gilles Montet a raison, on est un peu maintenant entre deux chaises là sur l'affaire ukrainienne. On ne va pas jusqu'au bout de la logique qui était la nôtre dans les 15 premiers jours finalement, où il y a eu une espèce d'unanimité, même surprise d'ailleurs de position européenne. Et puis là, on cale un peu, mais c'est compliqué. Ce serait un acte, moi j'ai l'impression politique beaucoup plus qu'on l'a fait jusqu'à présent. J'ai aussi l'impression qu'on s'est un peu tout dit. C'est un peu malheureux de le dire comme ça, mais clairement, l'adhésion à l'Union européenne de manière accélérée, c'est non. L'adhésion à l'OTAN, c'est non. L'envoi d'avions de chasse dans le ciel ukrainien, c'est non. Et les seuls leviers dont on dispose et qu'on actionne, c'est la livraison d'armes à l'Ukraine. Et on a tous mis, en tout cas l'Union européenne, des barrières en expliquant qu'on n'ira pas au-delà. En revanche, pour l'instant, Poutine ne favorise pas, n'aide pas pour une opération humanitaire sur Mariupol. Oui, absolument. Et en revanche, il reste une cartouche d'un point de vue stratégique dans la diplomatie, parce qu'on voit bien qu'il n'y a plus d'armes de la diplomatie européenne qui sont exercées. Les seuls sujets qu'on évoque dans les échanges diplomatiques, c'est la question humanitaire, ce qui est extrêmement important, mais c'est pas ça, c'est pas l'enjeu diplomatique du moment. En revanche, la dernière cartouche qui reste quand même au président Zelensky, c'est Joe Biden. Ce sont les Américains qui, globalement, eux, continuent d'enchérir. Il continue de livrer des quantités d'argent assez impressionnantes. Joe Biden a encore annoncé, je crois que c'était hier ou avant-hier, une rallonge de 500 millions de dollars. Il y a des livraisons... budgétaire direct. Absolument. Il y a des livraisons d'armes plus offensives, qui causent plus de dégâts que les Américains livrent désormais, qu'ils ne livraient pas il y a encore 15 jours. Et donc, la seule puissance qui est encore en train d'augmenter ses capacités, ses livraisons et son aide, ce sont les États-Unis, pour des raisons aussi qui sont différentes, parce que les États-Unis ont un intérêt final qui est quand même pas tout à fait le même que le nôtre. Ça c'est sûr. Non, on voit bien, ça a déjà commencé, puisque les États-Unis proposent de nous fournir beaucoup plus d'énergie à nous, Union européenne. Donc, c'est un autre sujet, mais on passe d'une dépendance à une forme de dépendance différente. Mais Louis Drian a raison. On voit que les Américains essaye de se poser en leader du monde occidental, du monde libre face à Vladimir Poutine. On se souvient de ces images de Joe Biden en Pologne parlant directement avec les deux ministres des Affaires étrangères ukrainiens. Et on a envie de dire, comment ça se fait quand même que nous, Européens, alors c'est beaucoup plus compliqué, on est 27, etc., mais comment ça se fait que nous, Européens,
on ne les ait jamais rencontrés, ces ministres des Affaires étrangères, qu'on n'ait pas été là à ses côtés ou avant lui pour leur parler. Et bien sûr, pour les Américains, c'est plus facile. Ils sont dans une surenchère. Puis ils sont pas chez eux. Nous, on est chez nous. Voilà, oui. Absolument. En plus, ils sont pas dépendants des hydrocarbures russes. Ils sont toujours les mieux-disants en matière de sanctions. Et puis, simplement, ils parlent d'une seule voix. Et c'est vrai, quand même, on s'est beaucoup exalté au début du conflit en disant « ça y est, l'Europe s'est réveillée ». Et c'est vrai, on a réussi à prendre des décisions en l'espace de quelques jours qu'on n'avait jamais réussi à prendre. Mais depuis... voilà, les vieilles divisions ont refait surface. C'est compliqué, à 27, une fois de plus, de tracer une perspective claire européenne pour l'Ukraine, parce qu'il y a des pays qui sont très pour et des pays qui sont beaucoup plus réticents. Et même pour l'Union européenne elle-même. Et bien sûr, de tracer une perspective pour l'Europe dans ce conflit, et puis pour intervenir dans la négociation elle-même. Une fois de plus, là on vient de parler des Américains, les Turcs. Erdogan qui s'est refait une santé incroyable au niveau international. Le nouvel ami d'Emmanuel Macron. Le nouvel ami, mais pas que d'Emmanuel Macron, de Joe Biden. Et même des Grecs. Puisque je ne sais pas si vous vous absolument. les termes de l'accord qui était proposé par Emmanuel Macron, c'était Turquie, Grèce et France. Oui. Turquie et Grèce dans la même coalition, c'est assez inédit. C'est assez improbable. On fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant avec vous, Gilles Montré, avec Bruno Jeudi et Louis de Ragnel. À tout de suite sur Europe 1.